Bonjour, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Fondation pour les générations futures. On est ensemble ce matin, voilà, pour le deuxième webinaire autour des ERA Awards 2021. Et vous le savez, on va échanger ce matin autour des travaux primés dans le cadre du ERA Award en Sustainable Economy. Vous le voyez à l'écran, mais le titre de ce webinaire, c'est les modèles économiques en faveur du climat à l'épreuve des réalités environnementales, économiques et sociales. Et vous le voyez également, on a un partenaire pour ce prix qui est la région Wallonne que nous remercions encore ce matin. Alors tous les travaux autour desquels on va échanger ont adopté une démarche à 360 degrés, une démarche qui est chère à la Fondation pour les générations futures et qui tient compte de 4 dimensions: sociale, environnementale, économique et participative. Avant de s'y plonger, j'ai encore quelques petites recommandations très très pratiques à vous faire, même si je sais que tout le monde commence à maîtriser plus ou moins Zoom aujourd'hui. Alors déjà, on va demander à tous ceux qui n'interviennent pas au cours de ce webinaire de bien vouloir laisser leur caméra et leur micro désactivés. Je crois que ce sera beaucoup plus simple, sachant que les personnes qui interviennent, c'est uniquement les primés, les promotrices et promoteurs de mémoire et le président du jury. Vous le voyez en bas de votre écran, il y a un petit onglet participants. Si vous cliquez dessus, vous verrez tous les participants à cette réunion. L'occasion peut-être de retrouver quelqu'un que vous connaissez, pourquoi pas. L'onglet converser vous permettra de poser toutes vos questions. Alors si vous cliquez dessus, vous verrez, vous pouvez soit parler à tout le monde, soit à une personne en particulier, une personne que vous connaîtriez, pourquoi pas. Voilà, donc choisissez juste bien avant d'envoyer un message évidemment à la personne à laquelle vous l'envoyez. Il y a aussi un petit onglet réaction avec quelques émoticônes. Si vous voulez réagir pendant les présentations, c'est possible. Et alors, pour que ce soit plus clair visuellement, je vous conseille d'activer en haut à droite de votre écran affichage intervenant. Ça vous permettra de ne voir que les personnes qui interviennent et non pas la grille avec tous les petits carrés avec les noms de tous les participants à cette réunion. Si vous avez un souci technique, et ça peut arriver, pas de souci, on a pensé à tout, il y a bien sûr une assistante technique qui est à votre disposition et vous la reconnaissez à son nom, FGF Assistante technique, et c'est Marlène qui est là pour vous ce matin. Donc vous pouvez lui envoyer des messages en privé si vous avez le moindre problème. Alors on est ensemble ce matin pour 1 heure environ. Il y a 3 travaux qui vont être présentés et après chaque présentation qui va durer environ 3 minutes, on donnera la parole à la promotrice ou au promoteur du mémoire et ensuite à Jacques Craet, qui est le président du jury pour cet ERA Award en Sustainable Economy. Ensuite viendra le moment d'échange, de questions-réponses, voilà, une dizaine de minutes environ. Et donc, on vous invite, comme il y a parfois un petit temps de latence entre le moment où vous tapez vos questions et le moment où elles nous parviennent, si jamais vous avez déjà des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les envoyer dans la conversation, comme ça moi je peux les relayer au plus vite et si c'est fluide, c'est mieux et tout le monde est content. Alors ce sont 3 jeunes femmes qu'on accueille ce matin et on en est évidemment absolument ravis et c'est Éléonore Arnould qui a l'honneur d'ouvrir le webinaire. Bonjour Éléonore. Bonjour. Alors, tu es l'une des nominées de cet ERA Award Sustainable Economy pour ton mémoire de master en sciences de gestion que tu as défendu à la Louvain School of Management de l'UC Louvain et il s'intitule Comment accélérer la transition de la fast fashion vers une économie de la mode circulaire. Voilà qui devrait intéresser beaucoup de monde. Tu as eu comme promoteur Carlos De Smet, qui est maître de conférence à la LSM, co-titulaire des cours de Corporate Social Responsibility et de Business Ethics Management. On le retrouvera évidemment juste après. En attendant, c'est à toi, Éléonore, on t'écoute. Merci. Alors, je ne vous connais pas tous personnellement, nous avons sûrement beaucoup de points communs, mais celui dont je suis sûre, c'est que nous nous habillons chaque matin. Pour illustrer le thème de mon mémoire, je porte cette veste. Alors, la spécificité de cette veste, c'est qu'elle a été conçue à la main par une créatrice locale. Alors, vous l'aurez sûrement deviné, mon mémoire parle de la mode et plus spécifiquement de la mode circulaire. Aujourd'hui, que l'on ait un style particulier ou pas, nous contribuons tous en fait à alimenter une industrie, celle de la mode et plus particulièrement de la fast fashion, donc une mode qui implique un renouvellement des collections très fréquentes et donc au détriment d'une qualité, qui est considérée comme la deuxième industrie la plus polluante du monde. Afin de montrer l'ampleur de ce modèle de prêt-à-jeter, voici quelques chiffres.
5,8 millions de tonnes de déchets textiles sont jetés chaque année après avoir été portés seulement 3 fois. Et seuls 1% d'entre eux sont recyclés en nouveaux vêtements. C'est pourquoi une transition vers un modèle économique circulaire plutôt que linéaire dans la mode semble être une solution durable pour une meilleure gestion des déchets et une régénération des ressources naturelles. Les pratiques transparentes permettent aussi une juste rétribution des acteurs tout au long de la chaîne de valeur. Alors certains ont déjà vu dans ces millions de tonnes de déchets textiles l'opportunité de les utiliser en ressources et d'offrir une seconde vie à nos vêtements. Mais une telle transformation sollicite un écosystème d'affaires, regroupant les entrepreneurs opérant dans la mode circulaire, leurs fournisseurs, les experts en textiles durables et les créateurs en technologie. Au travers de mon mémoire, j'ai donc été à la rencontre de ceux-ci, ceux qui font partie de la solution, ceux qui impulsent le changement vers la mode circulaire. J'ai pu alors identifier 18 freins et 19 leviers à la transition à différents niveaux de cet écosystème. À titre d'exemple, quelques freins à cette transition sont les investissements requis. Les investissements pour les technologies de recyclage de fibre à fibre ou les investissements en recherche et développement pour, par exemple, recycler des bouteilles plastiques en vêtements. Une deuxième barrière réside dans le manque d'éducation et d'information, tant du côté des marques, des fournisseurs que des consommateurs, quant à la notion vraiment d'économie circulaire. Par contre, ce qui peut faire bouger les choses et qui fait bouger les choses déjà en ce moment, c'est le gain environnemental que procure le système circulaire dans la mode plutôt que le système linéaire et le mécontentement face au système de la fast fashion et aux conséquences environnementales et sociales désastreuses qu'elle entraîne. Un autre levier, ce sont les instruments politiques, par exemple les subsides pour les projets à impact positif ou encore la mise en place de réglementations ou de taxes qui viennent faire payer les externalités négatives induites par ceux qui produisent négativement. Et finalement, comme je l'ai dit au début de cette présentation, une économie de la mode circulaire, c'est vraiment un écosystème. Et donc, c'est la collaboration entre tous ces acteurs du système, le partage d'informations et de bonnes pratiques qui fera que ce système pourra voir le jour et qu'il est déjà en train de voir le jour. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Éléonore. Avant de passer aux questions-réponses, et je vous invite évidemment à poser déjà vos questions dans le fil de la conversation, je voulais signaler que tu seras l'invité de Fabienne Van der Merch dans Les Éclaireurs, en principe le samedi 8 mai. Voilà, c'est une date qui est encore à confirmer. Et je vais donner tout de suite la parole à ton promoteur de mémoire. C'est Carlos De Smet. Bonjour, monsieur De Smet. Bonjour. Vous voici. Alors, comment le travail d'Éléonore a fait avancer la réflexion ou les pratiques dans son domaine de recherche? Mais je voulais d'abord dire que le travail d'Éléonore est intéressant parce qu'il apporte un éclairage sur un problème qui a un impact en fait sur la société et donc qui touche aussi bien l'aspect environnemental, donc on peut parler de CO2, des pesticides, etc., mais aussi l'aspect social. Donc c'est un domaine où on peut parler des problèmes de travail et avec des fois du travail à longue durée, le travail des enfants, etc., et un impact économique, puisque c'est quelque chose qui nous touche chacun de nous et qui a un pouvoir économique très important. Donc, c'était un domaine vaste auquel elle s'attaquait. Et ce que nous avons beaucoup aimé dans son travail, c'est d'une part qu'elle est arrivée à décrire toutes les facettes de ce problème. Elle a fait une recherche très exhaustive, elle a fait une description qui est très lisible et donc que j'invite chacun à lire son mémoire. Je pense que c'est très bien écrit, c'est très clair. Et ça parle de tous ces problèmes sans favoriser l'un ou l'autre. Donc, c'est très complet, c'est bien articulé. Et le deuxième point qui m'a frappé dans son mémoire, c'est son souci, en effet, d'articuler des réponses et donc de réfléchir à une transition. Et donc, elle a, à partir de ses lectures, préparé une revue des freins, des leviers d'action qui sont possibles. Et dans une seconde partie, la partie empirique, elle a vraiment essayé de tester en fait ces freins et ces leviers. Et donc, elle arrive avec une vue qui est certes européenne, mais qui est très intéressante au niveau de comment pourrons-nous aller vers une transition, quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre. Et ça permet une réflexion, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau de chacun d'entre nous en tant que consommateur,
mais aussi au niveau des sociétés qui travaillent dans cette nouvelle fashion, donc pour faire évoluer cette évolution. Voilà. Donc, Merci. Merci beaucoup, Monsieur De Smet. On va évidemment donner la parole maintenant avant de passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais donner la parole à Jacques Craet. Vous êtes le président de l'Union wallonne des entreprises et président du jury en Sustainable Economy pour cette ERA Award. Jacques Craet, qu'est-ce que le jury a particulièrement apprécié dans ce mémoire d'Éléonore? Le jury, en mettant en évidence ce mémoire, salue une approche concrète et analytique d'un enjeu de société majeur. La fast fashion est vraiment, comme elle l'a dit elle-même, un point extrêmement important dans les tendances humaines à consommer et la difficulté d'articuler ça avec des limites économiques. Le jury a souligné la pertinence de l'analyse théorique, d'ailleurs, comme son promoteur vient de le dire, et il a beaucoup apprécié aussi les solutions proches du marché pour favoriser une transition de cette fast fashion vers plus de durabilité. Bien sûr, les solutions auraient pu être un peu plus développées, mais un mémoire reste un mémoire. Et donc, il aurait souhaité évidemment voir encore un peu plus développer l'analyse de l'ensemble des parties prenantes et notamment des acteurs qui souhaitent apporter des alternatives à cette fast fashion. Donc, en guise de perspective, le jury encourage également à aller plus loin dans les solutions envisagées et d'explorer notamment ce qui se fait dans d'autres secteurs de l'économie pour encourager des approches et des démarches sans doute encore plus durables. Par exemple, l'économie circulaire dans le secteur de l'ameublement. Voilà un peu le résumé de l'avis du jury. Merci, merci beaucoup, Monsieur Craet. On vous retrouve évidemment un petit peu plus tard après les présentations des autres travaux. On va passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Déjà, une première question pour toi, Éléonore. Que Oui. peut-on faire pour réduire l'impact du secteur de la mode à l'échelle des politiques publiques et à l'échelle individuelle, qui est aussi très importante? Très Évidemment. important, oui. À l'échelle des politiques publiques, j'ai un peu regardé, il y a 5 choses qui peuvent être faites à leur niveau. C'est d'abord mettre en place des réglementations ou des taxes, comme j'avais dit, pour réduire les externalités négatives. C'est aussi mettre en place des actions volontaires. Donc, il y a le Fashion Pact qui existe déjà entre ceux, je crois, qui représentent 20% du marché de la mode, se mettent ensemble justement pour trouver des solutions. Il y a la loi contre le gaspillage qui est passée maintenant aussi en France. C'est toutes ces choses-là qui vont faire bouger les choses. Et nous, en tant que consommateurs, on a aussi un rôle à jouer de manière individuelle. En fait, ce qu'il faut penser, c'est que l'économie circulaire ne marchera pas tant qu'on ne réduit pas. Donc ça, c'est vraiment la réduction, c'est quelque chose qui est très important. Donc par exemple, ce qu'on a maintenant en tête, c'est bon, il y a un trou, je jette mon vêtement. Non, maintenant on le répare, on le customise, il devient unique. Et donc c'est ça il faut essayer de garder les vêtements plus longtemps et d'acheter de la meilleure qualité pour justement pouvoir les garder plus longtemps et penser voilà, à les réparer s'il y a. Et aussi être demandeur de cette transparence de l'origine du vêtement, de la composition du vêtement pour être sûr qu'après on puisse le recycler aussi parce que en ce moment c'est le mélange de fibres qui fait qu'on a du mal à recycler. Donc il faut favoriser des vêtements 100% coton ou 100% d'une fibre pour pouvoir le recycler. Plus facilement. Alors, Oui. que faire socialement et comment conscientiser plus encore nos jeunes sur la vision de la mode, sachant qu'il y a surtout la mode qui se démode? Oui, c'est vrai que ça, on le voit, la mode, c'est un éternel recommencement. Maintenant, on s'habille comme on s'habillait dans les années 90, donc pourquoi pas dire, de garder ou de reprendre ce que notre mère mettait à son époque, aller favoriser, aller dans des friperies, trouver des belles pièces comme ça, c'est ça qui est aussi chouette. Et maintenant, il y a plein il y a de Fashion Revolution, il y a plein de mouvements qui se mettent en place justement pour conscientiser les gens
à ce niveau. Il y a aussi plein de documentaires. Enfin, si on est intéressé, si on veut comprendre ce qu'il y a derrière cette industrie, il y a vraiment moyen d'être conscientisé à ça, je pense, aujourd'hui. Mmh. Et puis on est d'accord qu'il y a aussi des sites, qui fonctionnent très, très bien et qui vendent des vêtements en seconde main. C'est aussi une façon de, voilà, de Voilà, ne c'est pas ça, oui. consommer, du neuf. Alors nouvelle question pour toi, concrètement, qu'est-il envisageable pour réduire l'impact environnemental des grandes enseignes qui prônent parfois des labels éco? Ne s'agit-il pas souvent de greenwashing pour occulter la surproduction ou la consommation? Bah, c'est vrai que l'impulsion c'est ça aussi dans mon mémoire que j'ai remarqué, ça doit venir d'eux parce que c'est eux quand même les plus grands pollueurs. Mais je pense que maintenant, ils commencent quand même vraiment à bouger. Mais après, dans mon mémoire, j'ai voulu les interroger et j'ai eu que des refus. Donc voilà, je ne me positionne pas pour ou contre, mais je me dis quand même que si on ne veut pas en parler et qu'on m'a dit tout ce qui est public, c'est ce qu'on dit et rien de plus, il n'y aura pas en plus de chiffres. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, alors quand vous prenez le durable, c'est quel pourcentage en fait de tout ce que vous vendez bon voilà. Après, je pense qu'il y a des grandes marques qui commencent vraiment, par exemple, je vois Zalando, ils sont hyper bons là-dedans. Ils vont même lancer Zalando en deuxième main. Enfin, je pense que maintenant, il y a quand même vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Ouais, ouais, Mais mais on bon, est voilà, le d'accord, greenwashing, c'est… aussi que parfois, en tant que consommateur, on n'est pas aidé parce qu'évidemment, il y a trop peu de transparence. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as étudié, mais comment faire pression justement sur les grandes enseignes pour avoir des informations transparentes, complètes, et qui puissent aider le consommateur dans ses choix finalement? Bah oui, c'est ça. Maintenant, les gens sont de plus en plus demandeurs de cette transparence et de comprendre l'origine des vêtements et voilà, maintenant la pression, elle vient de tous les mouvements qui se mettent en place, des demandes, mais il faut être demandeur. Les consommateurs ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Et donc, c'est vrai que voilà, petit à petit, c'est en train de se faire. Et c'est vrai que les écolabels aussi, parfois, c'est difficile de savoir ce qu'il y a derrière. Donc, il faut un juste milieu aussi dans la transparence parce que parfois, si on met toute une composition de vêtements, les consommateurs ne comprennent pas. Enfin, donc, voilà, il faut de la transparence, mais il faut aussi savoir vulgariser pour les consommateurs et que voilà, il y a une compréhension des deux côtés. Donc, ça, c'est encore un challenge, je pense, dans cette industrie. On ne vous entend plus. Ouais. Bizarre, voilà. Je pensais être, restée, avec mon micro ouvert. Peut-être aussi qu'il faudrait des codes pour que ce soit lisible. On sait que pour l'alimentation, par exemple, on a des lettres A, B, C, D, E. Mhm. Peut-être que pour les vêtements, ça pourrait aussi être une façon de s'y retrouver facilement pour le consommateur. Oui, tout à fait. Ben, je pense que j'avais reçu, ils sont en train d'essayer de créer un index comme ça pour pouvoir justement classer les vêtements selon l'origine, selon la composition et justement voilà, mettre comme ça Des codes, des ouais. codes. Ouais. Mhm. Ils OK. sont en train de le faire, mais… C'est une très, très bonne nouvelle. Alors, est-ce que la question du juste prix intervient dans la problématique et quel serait le juste prix, celui incluant l'énergie grise, le fair trade? Serait-il possible d'imposer cela aux grandes enseignes? Ben, c'est ça, oui, que j'ai aussi découvert dans mon mémoire, c'est que tant qu'on ne fera pas payer le juste prix des externalités dans le prix final au consommateur, ben, il ne s'en rendra pas compte et il y aura quand même toute une partie de la population qui va encore choisir le moins cher, entre guillemets. Donc, c'est vrai que le prix doit refléter ce qu'il y a derrière et c'est aussi pour ça que ceux qui se lancent dans la mode circulaire, quand on achète un vêtement, ben, on voit vraiment, voilà, ça a pris autant d'heures pour le faire, voilà d'où vient le tissu, enfin voilà, on explique aussi aux consommateurs, ben, voilà, vous payez un peu plus cher, mais voilà ce qu'il y a derrière. Et donc, bah, voilà, c'est valeurs et style qui sont liés finalement. Mmh. Et est-ce qu'à force d'avoir justement des vêtements à bas prix, de vouloir des vêtements à bas coût, nous jouons sur les offres et les demandes? Mais oui, c'est ça aussi, c'est que, en fait, je pense que vraiment la demande va amener une réduction des prix finalement, on le voit déjà aux fibres un peu spéciales. Je veux dire, par exemple, il y a des fibres de cactus, des fibres venues des feuilles d'ananas, des choses comme ça. Avant, il y a 10 ans, c'était hyper cher et maintenant, en fait,
il y a de plus en plus de demandes et on voit que les prix commencent tout doucement à baisser. Donc, je pense que plus il y aura une demande, plus il faut aussi que l'offre suive parce que c'est vrai que c'est un peu plus spécial, mais plus il y aura de demandes et plus aussi les prix vont pouvoir s'équilibrer et finalement ne plus être… on ne va plus pouvoir dire « oh, c'est plus cher, donc je n'ai pas envie d'acheter un vêtement à un moment, ça sera les mêmes prix. » Et justement, pour les effets négatifs, ceux de la fast fashion devront être plus chers pour compenser la production derrière. Oui, c'est ça. Il y aura peut-être moyen d'entrer dans un cercle vertueux. Alors, est-ce qu'il y a un mouvement de neutralité carbone dans les entreprises de la mode? Ah maintenant, oui, c'est très… ça commence à se voir, comme j'avais dit, le Fashion Pact, etc. C'est des Nike, des H&M, c'est vraiment des grandes enseignes qui se mettent ensemble pour contribuer aux accords de Paris, aux objectifs de développement durable. Il y a tout ça qui est en train de se mettre en place aussi parce que il y a une demande de transparence et donc maintenant, ils sont obligés de commencer à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050-2030 parce que voilà, c'est vraiment c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place. Et ça devient évidemment une nécessité absolue. Nécessité, Merci. ouais. Merci beaucoup, Éléonore, pour cette présentation et cet échange. Merci à vous aussi, Carlos de Smet, d'avoir été des nôtres. Et puis Jacques Rey, on se retrouvera évidemment un tout petit peu plus tard. Merci encore, Éléonore, et bravo. On va découvrir à présent le travail de Mathilde Hombrook. Mathilde, tu es la lauréate de Cetera Award en Sustainable Economy. Tu as présenté un mémoire de master en gestion de l'entreprise à l'ICHEC. Son titre, Comment réinventer les livraisons de colis sur le dernier kilomètre en limitant l'impact environnemental et en sensibilisant le consommateur. Étude de cas, la région de Bruxelles-Capitale. Tu as eu comme promoteur Benoît Pirot, qui est professeur de méthodologie en bachelier et en master à l'ICHEC. Il y est également responsable de l'unité stage-mémoire. Mathilde, si tu es bien des nôtres, eh bien, c'est à toi. Normalement, oui. Ah voilà, te voilà, super, magnifique. Voilà. Eh bien, imaginez un colis dans lequel se trouve votre petite envie du moment. Outre le fait qu'il vienne des États-Unis ou d'Asie, son parcours va être parsemé d'embûches. Concentrons-nous maintenant uniquement sur les derniers kilomètres qu'il va parcourir dans la région de Bruxelles-Capitale. Un parcours paraissant simple et organisé, mais on se rendra rapidement compte que ce n'en est pas le cas. Pourquoi? Prenons 3 points. Parlons tout d'abord de l'échec de la première tentative. Mon colis arrive chez Madame Tentative, mais malheureusement, elle n'est pas là. Paf, retour au hub logistique et paf, émission de CO2 exponentielle. Ensuite, traitons des retours abusifs. Mon ou mes nombreux colis arrivent chez Monsieur Retour. Finalement, aucun article ne lui convient et les retourne chez son distributeur. Mais est-ce que Monsieur Retour savait qu'Amazon brûlait 30% des marchandises retournées? Enfin, parlons de la concurrence de rue, qui va à l'encontre directe de l'écologie et de l'économie. La concurrence de rue, c'est par exemple UPS, DHL et Bipost, qui se disputent une ou des mêmes rues, et ce, au risque de rouler à moitié vide. C'est pourquoi mon mémoire propose une solution sur une échelle temporelle en 4 phases, les 2 dernières étant trop incertaines pour le moment. Laissez-moi vous présenter les 2 premières, que vous allez voir normalement sur une slide qui va apparaître. Donc, dans les 10 prochaines années, les points d'attaque seraient tout d'abord la sensibilisation du consommateur final, par des phrases, par exemple, d'information sur les sites de l'e-commerce. En effet, on voit un paradoxe s'élever. On voit que le consommateur bruxellois est de plus en plus enclin à faire des efforts écologiques, mais d'autre part, en termes d'acheminement de marchandises, le consommateur bruxellois met cette caractéristique en fin de liste, le prix étant le premier. Au niveau de la distribution, il faudrait promouvoir la boîte à colis individuelle et la rendre obligatoire dans les cahiers de charges de construction, par exemple. Au niveau de la livraison, faire de la flotte au carburant traditionnel une flotte électrique grâce à l'utilisation, par exemple, de fourgonnettes électriques exclusivement dédiées à l'acheminement de marchandises, ainsi que de e-cargo bike. Attention, le véhicule électrique n'étant qu'une phase transitoire et non une fin en soi. Une incitation fiscale positive devrait également voir le jour afin d'accélérer et d'aider cette transition. Comparé à la Flandre et à l'Allemagne, on voit que la région de Bruxelles-Capitale a un certain retour quant aux aides dédiées au changement de flotte. Dans les 20 prochaines années, donc,
à la deuxième partie de cette échelle temporelle, je propose un monopole de ville sur une durée limitée pour faciliter l'urbanisation de la logistique dans la région. Il faudrait également des délimitations géographiques afin de, par exemple, bloquer l'e-commerce à la périphérie de la ville dans des hubs périurbains et ainsi acheminer la marchandise grâce à des e-fourgonnettes ou des e-cargos, comme j'en ai parlé plus tôt. La livraison de nuit devrait être également envisagée, et ceci est possible grâce à de nouvelles technologies, etc. Donc, en bref, dans une ère où une forte majorité des Bruxellois achètent en ligne, et ce, d'autant plus depuis la crise du coronavirus, je pense que ce système est à repenser, et je pense que vous vous en doutez, la mondialisation n'est pas prête de s'arrêter. Merci beaucoup. Merci Mathilde. On attend vos questions dès à présent dans la conversation. Évidemment, on revient à Mathilde dans quelques instants. Et je signale que toi aussi, tu seras l'invité d'une émission de la RTBF. C'est Véronique Tiberghien qui te recevra dans Tendance Première la semaine prochaine. Ce sera le jeudi 29 avril à 10h. Voilà, on sera évidemment à l'écoute. En attendant, je vais donner la parole à ton promoteur de mémoire, c'est Benoît Pirot. Bien, Bonjour, merci. Monsieur Pirot. Oui, merci, Madame, pour cette invitation et merci par rapport à une journée bien sûr importante puisque c'est une journée qui ouvre aussi une négociation internationale dans ce domaine-là. Alors, par rapport à ce mémoire, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a pu avoir une connaissance assez approfondie de ce que le terrain pouvait nous refléter. À savoir que par rapport aux habitudes de consommation, on voit que les Bruxellois, mais aussi on pourrait bien sûr étendre le spectre, que les Bruxellois n'ont pas connaissance de l'empreinte écologique telle que elle peut bien sûr être remarquée dans le sens où très souvent, forcément, on a un acte d'achat, des actes d'achat parfois compulsifs. On a beaucoup de retours aussi au niveau des colis. Et ce que ici Mathilde a pu nous amener comme information, c'est que le consommateur n'a pas conscience de cet acte où forcément son empreinte écologique est assez importante. Donc forcément, on est tous dans une dynamique de se dire on veut le colis le plus vite possible, mais il n'en est qu'ici, on a une situation où forcément l'empreinte carbone est très importante. Donc ça, c'est la première information qui est extrêmement intéressante. Et donc, la nécessité comme Mathilde l'a dit, et là, on peut agir et on peut agir tous, de sensibiliser le consommateur, de faire en sorte qu'effectivement, on puisse se dire, mais on n'a peut-être pas besoin d'avoir le colis le lendemain ou le surlendemain, on peut peut-être attendre 3 jours. Et donc, d'imaginer, et c'est ça qui est pertinent dans son mémoire, un ensemble de solutions alternatives, parce que très souvent encore maintenant, au niveau des entreprises, et elle a pu le démontrer au travers de son mémoire, les entreprises sont toujours dans la logique d'avoir et d'utiliser des fourgonnettes avec forcément un moteur thermique et essentiellement bien sûr diesel. Et donc dans ce cadre-là, l'empreinte est bien sûr très forte. Comme Mathilde l'a dit, les solutions qui existent maintenant relativement vite, qui pourraient en tout cas se décliner, sont à portée de main. Donc je pense qu'il y a moyen, et là il y a vraiment un espoir, d'agir et d'agir relativement vite pour repenser le mode de livraison. Au niveau des entreprises, et là, bien sûr, il y a une attente de faire peut-être d'autres recherches dans ce sens-là pour savoir comment, au niveau d'une logistique verte, ça puisse se déployer. On a déjà, et heureusement, des premières tendances qui nous amènent à penser qu'effectivement, dans pas mal de secteurs d'activité, on est en train de repenser son empreinte écologique dans la livraison des colis. Et donc là, ça aussi, c'est un signe extrêmement positif que l'on peut souligner. Alors, la démarche a été faite par rapport à la région Bruxelles-Capitale, parce que forcément,
la région concentre une grande majorité, forcément, de colis qui sont acheminés. Donc là également, on peut bien sûr imaginer très facilement que les pratiques d'e-commerce sont bien implantées. Avec la crise de la COVID-19, elles se sont encore fortement accrues. Donc, forcément, ces habitudes de consommation ne vont pas disparaître du jour au lendemain, même après un moment d'une après-crise de la COVID-19. Donc, ces habitudes sont là, mais il y a moyen au niveau du comportement du consommateur, s'il en est sensibilisé, et ça c'est un élément essentiel du mémoire de Mathilde, de faire avancer rapidement les choses pour le consommateur et pour l'entreprise. Merci beaucoup. Merci Benoît Pirot. Je vais redonner la parole au président du jury de cet IRA Award en Sustainable Economy, Jacques Craë. Alors, quelle a été la position du jury par rapport aux mémoires de Mathilde? Bien, le jury a évidemment applaudi ce mémoire qui lui semble très complet, objectif et non partisan, et qui pose une question très pertinente, bien sûr en raison du poids grandissant de l'e-commerce dans les modes actuels de consommation, et particulièrement cette période de confinement liée à la pandémie. Alors, Mathilde a étudié de façon approfondie, rigoureuse, même très pédagogique, les dimensions environnementales et économiques de son sujet. Et nous soulignons l'effort d'intégrer également les aspects sociaux, notamment les conditions de travail dans le secteur, et les aspects participatifs, notamment ce qu'on pourrait appeler le coopérativisme de plateforme comme alternative à la gig economy, comme elle le décrit, même si on peut encore pousser l'analyse un peu plus loin et de manière encore plus systématique. À ce titre, le jury a particulièrement apprécié l'étude de cas très éclairante autour de l'analyse de la coopérative Urbike. Le jury a été très impressionné aussi par la bonne articulation entre littérature, données qualitatives, données quantitatives, qui aboutit finalement à une étude détaillée, complète, panoramique de la question de cette recherche. Donc, on souhaite encore à la fin finalement mettre particulièrement en avant la formulation des recommandations concrètes qui ont été faites, innovantes parfois et soutenables pour le secteur, en particulier pour cette région bruxelloise. Bravo Mathilde. Merci. Merci Jacques Craë. On va à présent passer aux questions-réponses avec toi Mathilde. Alors, un petit point de précision peut-être par rapport à ce que tu disais. Tu parlais d'une boîte à colis individuelle. C'est quoi, une boîte qu'on devrait tous avoir pour éviter justement les allers-retours des transporteurs? Tout à fait. Donc, ça paraît assez banal parce que voilà, on a tous une boîte à courrier. Mais donc, ce que je proposais, c'est aussi d'avoir une boîte à colis. En fait, ça existe déjà dans certains pays. Il y a eu des tests d'ailleurs aussi à Stockholm, où par exemple, de grands bâtiments avaient une pièce exclusivement dédiée en fait au colis. Et donc, voilà, le postier, le livreur plutôt, peut venir déposer ces colis-là en toute sécurité, sans problème. Et comme ça, on évite ce fameux échec de la première tentative. On ait une réussite à 100% de cette première tentative, qui est à l'origine d'émissions de CO2 phénoménal. énormes. Ouais, phénoménal. Est-ce que le statut social des livreurs a fait partie du champ de recherche de ton mémoire? Alors, au niveau du statut social des livreurs en tant que tel, j'en parle, par exemple, par l'ubérisation. On va de plus en plus arriver. Donc, c'est quand, par exemple, une société met à disposition des véhicules pour l'acheminement de marchandises. Donc, c'est un service qu'on rend. Donc, on loue une voiture. Et c'est vrai que c'est pas du tout, c'est trop peu encadré pour le moment pour la protection même du livreur. Ça, j'en parle à un moment. Et au niveau aussi, je sais que j'ai déjà eu des réflexions par rapport à la livraison de nuit, au niveau des conditions sociales du livreur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable, etc. Je pense que c'est une discussion aussi à avoir avec les syndicats qui protègent donc, ces livreurs-là. Je sais que ça pose aussi question. Mais justement, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec des acteurs de la région bruxelloise au sujet de tes pistes, de tes propositions? Oui, alors j'ai essayé justement d'assez centraliser mes interviews avec des acteurs bruxellois. Par exemple, j'ai eu la chance de parler avec Bipost, avec la directrice innovation à l'époque de Bipost. Et c'est le monopole postier pour le moment en Belgique, comme vous le savez certainement.
Et voilà, on a discuté de toutes ces solutions. On a parlé également du véhicule électrique qui est très cher pour le moment. En fait, ça pose question également. Comment est-ce qu'on va réussir à changer de flotte alors qu'économiquement parlant, c'est assez coûteux. Mais elle me parlait d'un tipping point, donc, d'un point d'inflexion en 2023 où normalement les véhicules électriques devraient baisser d'un coup de coût également. Donc ça, c'était intéressant à noter. J'ai pu discuter avec Urbike, la société Urbike, qui est une société de cargo, enfin de vélos cargo, et qui sont en vogue à Bruxelles et qui amènent des colis d'un point A à B au sein même de la région pour le moment. Ils ont même réussi à faire changer une législation bruxelloise. Tant que j'y suis, voilà, je continue. La piste cyclable était limitée à normalement 1 mètre. Voilà, et maintenant, on est passé à 1,20 m pour que les cargos qui font 1,13 m de largeur puissent passer également sur ces pistes cyclables-là. C'est mieux. Mais est-ce que ce ne serait pas la meilleure solution? Parce qu'on le sait, il y a justement une question à ce sujet, mais concernant les véhicules électriques. As-tu souligné l'origine de cette énergie? Parce que, voilà, bien qu'ils n'émettent pas d'effet de serre, on sait très bien que Voilà. justement, c'est assez lourd à produire aussi en termes environnementaux. Absolument, ça c'est justement, enfin, je l'ai souligné aussi dans mon petit discours de 3 minutes auparavant, l'énergie électrique, c'est une phase transitoire, selon moi, selon ma conviction, pour passer finalement à terme à l'hydrogène ou même juste au vélo. Moi, ça, j'y crois malheureusement pas encore, j'y crois pas. Mais la phase électrique n'est que transitoire pour finalement aboutir peut-être à l'hydrogène, etc. Mais pour le moment, on voit bien qu'on n'a pas suffisamment de bornes à hydrogène, que c'est encore extrêmement coûteux, que c'est fort rare dans la région. Oui, oui, c'est vrai. Alors, comment conscientiser les personnes qui ont tendance à beaucoup acheter en ligne? Est-ce que là aussi, on ne pourrait pas obliger les entreprises à une certaine transparence Mhm. et à indiquer finalement à leur consommateur final, ben, tiens, sachez que la livraison va produire autant de pollution, quoi. Oui, justement, je pense qu'il faut absolument prôner une transparence, comme dans tout domaine, comme Éléonore nous l'avait dit juste auparavant, au niveau des vêtements, etc. Il faut prôner une transparence. Donc, sur les sites web, mettre, voilà, l'e-commerce n'est pas sans dommage, n'est pas sans conséquences, et ça a un impact, même un impact sur l'environnement. Donc, avertir le consommateur. Moi, je n'ai pas envie de donner un discours culpabilisant, absolument pas, c'est juste à titre informatif. Faites continuer à faire usage du e-commerce, peu importe, voilà, mais faites-le de manière raisonnée et raisonnable. N'achetez pas justement 15 articles, sachant pertinemment bien que vous allez n'en garder que un ou 0. C'est juste ça le message et la sensibilisation qu'on peut faire passer. Oui, c'est ça, et on sera d'autant mieux sensibilisé si on nous dit effectivement quel est l'impact de cette livraison ou de ces livraisons à répétition, parce qu'aujourd'hui, c'est des éléments auxquels on n'a pas du tout accès. Exactement, voilà. Mmh. Oui. Et alors ça rejoint ce que tu disais aussi, hein, on dit: «Est-ce que les véhicules électriques ne seront pas demain nos voitures diesel d'aujourd'hui?» puisqu'à l'époque, on les disait, meilleures sur le plan environnemental aussi. Oui, mais donc la question, c'est de savoir si finalement la voiture électrique, Mais est-ce est-ce que vous que pouvez répéter? oui, est-ce que les voitures électriques ne seront pas demain nos voitures diesel, d'aujourd'hui? Des voitures qu'il faudra bien écarter pour raison justement, environnementales. Ça, bien sûr, ça risque aussi d'arriver à cette conclusion-là et qu'on change à nouveau de perspective et de stratégie au cours du temps, mais je pense que c'est déjà une très bonne transition. Parce que de toute façon, le diesel et l'essence seront exclus de la région de cette capitale. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2050 aussi, on aimerait peut-être utopiquement avoir une Europe saine et sans CO2. Et donc, c'est la première transition qu'on pourrait imaginer. Mmh. Alors, il y a Christian Ferdinand qui nous dit: «J'étais membre du jury de ton travail de fin d'études. Mathilde a produit un travail de très haute qualité, l'a très bien défendu. Bravo à toi. Merci aussi de Merci. m'avoir présenté aux membres du groupe de travail modèle économique innovant. Oups, j'en perds le fil. Pour les véhicules électriques, nous avons publié un article qui démontre qu'ils sont déjà en 2020 les véhicules les plus propres et les plus économiques. L'hydrogène ne serait pas une solution avant 2030 et encore. Seul l'hydrogène vert semble intéressant en termes de bilan énergétique et carbone. Les véhicules électriques ne sont pas une transition, mais probablement une motorisation promise à un bel avenir.»
Donc voilà, reste à voir comment sera produite aussi cette énergie et les moteurs électriques. Ça arrive en flot là. Alors les problématiques étudiées par Éléonore et Mathilde sont complémentaires puisque beaucoup de vêtements sont achetés par correspondance, y compris des vêtements en seconde main. Comment pourraient-elles travailler ensemble sur la conscientisation du consommateur? Voilà. Justement, je m'étais fait la réflexion en me disant c'est assez complémentaire. Finalement, on est dans une chaîne, une suite logique. Voilà, la production de vêtements plus verte et plus responsable jusqu'à l'acheminement de marchandises. Comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution? Éléonore, parlons-en par après. Je ne sais pas trop pour le moment, mais c'est… Avec plaisir. Voilà, formidable. On nous demande encore s'il y a eu une réflexion sur les emballages jetables, réutilisables dans cette étude. Non, pas à ce niveau-là. C'était vraiment exclusivement dédié à la livraison, à la distribution. Voilà, c'est un sujet finalement assez large et je n'ai pas voulu me perdre non plus. Il fallait garder voilà, un certain ciblage. Oui, évidemment. Et alors, on dit, voilà, lorsque notre mix de production d'électricité sera 100% renouvelable, et on espère qu'on va vers là, évidemment, les véhicules électriques seront encore moins impactants pour l'environnement. Donc voilà, des pistes à suivre, évidemment. Merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir, merci à vous. Merci à vous, Benoît Pirot et Jacques Ray. Évidemment, on vous retrouvera un petit peu plus tard. On va passer à présent au troisième et dernier mémoire présenté ce matin. C'est celui d'Ergenie Lemby-Bonheur. Bonjour, Ergenie. Voilà, tu arrives à mon avis. Alors, tu as présenté un mémoire de master en sciences de gestion à la Louvain School of Management de l'UC Louvain. Son titre, et je l'ai traduit en français, j'espère que tu ne m'en voudras pas, Économie circulaire en Afrique, comment ce modèle pourrait-il contribuer à une reprise socio-économique, en particulier dans les villes urbaines? Le cas de Madagascar. Ton promoteur, c'est Vincent Troyens, maître de conférences en responsabilité sociétale d'entreprise et entrepreneuriat à la LSM. Il est aussi consultant certifié en économie circulaire et bilan carbone. Alors, Ergenie, je ne te vois pas encore, mais c'est à toi. Voilà, je t'entends, formidable. Voilà, eh bien, on t'écoute pendant quelques minutes. À tout de suite. Ça va. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer avec ces mots. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La première fois que j'ai entendu cette phrase, c'était lors d'un cours de sciences en secondaire. Et aujourd'hui, elle refait surface dans mon mémoire pour un tout autre sujet, l'économie circulaire et dans un autre continent, l'Afrique. Alors, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de l'économie circulaire, ce modèle qui repose sur l'idée que nos déchets deviennent des ressources. Et bien, aujourd'hui, de nombreux experts discutent que l'économie circulaire pourrait être un modèle à succès en Afrique et notamment dans les villes où les quantités de déchets sont parfois très démesurées. C'est de là que s'est construit mon mémoire, dont le but est vraiment de comprendre comment est-ce que ce modèle pourrait contribuer à un redressement socio-économique dans les villes africaines. Et le cas choisi ici est Madagascar. Alors, pour ces quelques raisons, tout d'abord, le taux de chômage et de pauvreté à Madagascar est très élevé, enfin, c'est l'un des plus élevés au monde. Ensuite, sa capitale a été nommée la ville la plus insalubre en Afrique. Et enfin, il y avait peu d'informations dans la littérature à ce sujet et donc une opportunité à saisir. La méthode qui a été adoptée est une méthode qualitative, donc je me suis reposée sur des interviews avec des experts et des acteurs sur le terrain. Et maintenant, si je vous disais qu'une réponse possible à ma question de recherche pourrait se trouver dans un simple rouleau de papier toilette. Eh bien oui, c'est le cas avec une entreprise locale à Madagascar qui s'appelle SPA et qui fabrique ses produits à base de déchets papier. Et ce modèle permet de répondre à 3 grandes dimensions sociétales. Donc sur le plan humain, SPA engage en fait prioritairement des personnes hautement marginalisées dans la société malgache, comme par exemple les femmes. Elle forme ces personnes professionnellement, mais ces personnes aussi acquièrent des connaissances qu'elles pourront ensuite utiliser dans leur vie de tous les jours. Ensuite, sur le plan environnemental, les initiatives de SPA permettent de réduire les quantités de déchets papier dans les villes, qui sont normalement brûlés à l'air libre et donc facteurs de grande pollution. Ensuite, après, au niveau prospérité, non seulement il y a création d'emplois stables et décents, mais aussi la société fabrique le papier toilette le moins cher sur le marché et donc le plus accessible à la population. Maintenant, le gros point d'interrogation repose sur la sphère plutôt gouvernance participative. Et lors de mes interviews, il a été relevé que les pratiques d'économie circulaire étaient
plus faites dans le secteur privé et associatif formel, et que la population voyait ces pratiques plus comme des pratiques de survie. Et c'est là où mon mémoire arrive avec des recommandations pour les instituts malgaches, d'agir en tant que modèle et surtout de conscientiser et de promouvoir l'économie circulaire dans les villes, en l'intégrant par exemple dans les programmes scolaires, en créant des plateformes qui permettent le partage, la collaboration et l'apprentissage sur plusieurs sujets d'économie circulaire, ou encore en se lançant dans l'achat de produits circulaires. Et encore, j'en passe, il y a encore d'autres propositions, mais la clé ici, c'est vraiment d'adopter une économie circulaire qui est adaptée aux villes malgaches et d'en faire un modèle de développement et non plus de survie. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Ergenie. Alors, avant de passer aux questions-réponses, et je vous invite évidemment à poser déjà toutes vos questions que je relayerai dans quelques instants, je vais inviter Vincent Troyens à nous rejoindre. Vous êtes le promoteur de ce mémoire. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi il participe à construire un monde soutenable, cher Vincent? Bien, tout d'abord, je tiens à féliciter Ergenie et les deux autres lauréates pour ce prix. Je trouve que c'est formidable de pouvoir mettre en avant les réflexions de ces jeunes. Et pour répondre donc à votre question sur sa participation au fait de construire un monde soutenable, je dirais qu'en partant du principe de l'économie circulaire, qui est désormais connue comme étant une des solutions justement pour mettre en place et aller vers plus de soutenabilité, et là, à travers le coup de projecteur sur un pays africain pour lesquels, comme Ergenie a pu le dire, la littérature est aujourd'hui très pauvre, voire inexistante pour Madagascar, elle a contribué quelque part potentiellement à cette construction d'un monde soutenable si la perche qu'elle tend aux autorités malgaches quelque part pouvait être saisie. Ça, c'est la première dimension. Et je dirais, au-delà de ce qu'elle a déjà pu mettre en évidence à travers son intervention, pour ma part, il y a un intérêt particulier à sa réflexion, dans le sens où ça permet de prendre davantage conscience d'un grand paradoxe, car les pays dits développés ont exporté depuis des décennies leur modèle d'économie linéaire, avec ce que ça implique en termes d'externalités négatives. Bon, on extrait les matières premières de ces pays, minerais, ressources naturelles alimentaires, sans beaucoup de réflexion, en tout cas trop peu, en termes de nuisances ou de régénération de ces ressources. Deux, on produit beaucoup de déchets localement, sans mettre en place des filières de valorisation et avec toutes les opportunités économiques et sociales que ça peut représenter. Et de surcroît, on exporte vers l'Afrique et l'Asie nos déchets excédentaires ou indésirables. Donc, alors que les pays développés passent au circulaire avec toutes ces vertus sociétales, n'est-il pas un peu paradoxal qu'on soit, nous, pays développés, un peu moins prompts à exporter ce modèle, pourtant synonyme et surtout là-bas de création d'emplois locaux et d'amélioration environnementale, et aussi en termes de santé publique, comme Ergenie a pu aussi illustrer à travers son exemple. Voilà principalement les deux des raisons. Merci beaucoup Vincent Troyens. Je reviens à présent à Jacques Rey, je le rappelle, président du jury en Sustainable Economy. Alors Jacques Rey, pardon, qu'est-ce que le jury a souhaité souligner à travers ce travail d'Ergenie? Le jury a souhaité mettre en avant ce mémoire parce qu'il aborde évidemment un enjeu sociétal majeur en alliant les dimensions économiques, sociales, environnementales, et même la dimension gouvernance participative se retrouve en filigrane dans la nature même du sujet traité. L'économie circulaire dans un contexte où l'économie informelle tient une large place. Le mémoire est très clair et minutieux dans sa méthodologie développée, et le jury a fortement apprécié l'effort réel et conséquent que Ergenie a fourni pour collecter des données sur le terrain. C'était très difficile à l'époque, pour proposer un travail ancré dans le réel et impliquer les acteurs concernés dans l'économie circulaire. Alors, elle aboutit à des résultats et des recommandations intéressantes pour le secteur, même si la faisabilité reste encore à démontrer. Mais l'innovation soutenable apportée par le mémoire est d'autant plus intéressante qu'elle prend place dans un contexte encore peu documenté et peu étudié dans les pays du Sud. Donc, on a vraiment apprécié ce travail de cette façon-là.
Merci beaucoup. Alors, on va un petit peu intervertir les choses parce que je sais, Jacques Rey, que vous devez nous quitter à 11 heures et on avait prévu de prendre un petit peu de recul à un moment donné, justement, par rapport à ces 3 travaux. Et vous aviez envie d'intervenir justement par rapport au rôle que les entreprises ont à jouer pour faire face aux enjeux climatiques et peut-être nous dire voilà, ce que les travaux qu'on vient de découvrir pourraient nous apprendre à ce sujet. Mais je parlerai d'abord en tant que président du jury parce que, évidemment, je ne suis pas économiste, je suis juste entrepreneur. Et à travers ces travaux, on voit la complexité qu'il y a à analyser des problèmes particuliers. Et je trouve que les jeunes que nous avons eus, on a eu plus de 22 travaux, ont été extraordinaires dans cette capacité à traiter de manière assez systématique des sujets extrêmement complexes. Alors, que peut faire l'entreprise? D'une certaine façon, il faut prendre l'entreprise comme étant une organisation, quelle qu'elle soit il ne faut pas prendre l'entreprise comme étant celle qu'on a l'habitude d'entendre ou de comprendre. L'entreprise, c'est une organisation humaine qui met des personnes ensemble en un but commun. Ça, c'est la définition de l'entreprise. Et donc, il ne faut pas la limiter à ce qu'on entend comme étant une multinationale, etc. Et donc, c'est là où je pense que l'organisation humaine peut apporter des solutions parce qu'on est seulement capable de traiter des sujets complexes quand on est plusieurs. On est incapable de traiter cela de manière individuelle. Et donc, c'est collectivement que l'on arrive à trouver des solutions, et notamment en utilisant alors l'intelligence collective. Donc, je trouve que c'est très enthousiasmant pour moi, en tout cas, de suivre tous ces travaux, alors que je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie soutenable. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Du coup, voilà, vous partez quand vous voulez. Merci, on était ravis de vous avoir parmi nous ce matin et merci pour tout le travail effectué effectivement dans le cadre de ce jury. On va donc passer à présent aux questions-réponses avec toi, Urjoni. Alors, première question, au-delà de l'exemple donné dans ta présentation, quels sont les déchets les plus présents dans une ville comme Antananarivo? Comment peuvent-ils être valorisés en économie circulaire? Oui, donc ça c'était comme je l'ai dit, juste un exemple, comme j'avais que 3 minutes, mais de plusieurs autres déchets en fait qui sont très présents dans la ville, c'est tout ce qui est déchets textiles. Il y a aussi les déchets alimentaires, donc ils font du compost, et puis aussi les déchets plastiques. Et un autre déchet qui se développe de plus en plus, bien sûr avec toutes les projets de construction, et c'est plutôt les déchets électriques. Et donc, par exemple, pour les déchets plastiques, c'est tout ce qui est recyclage, les réutiliser pour créer d'autres produits. Les déchets textiles, c'est aussi du recyclage pour recréer des vêtements. En ce qui concerne les déchets électroniques et les déchets électriques, c'est là où il y avait vraiment peu d'alternatives à proposer. Et on en avait discuté avec mes interviewés, dans le sens où je proposais une solution qui était peut-être, par exemple, avec tout ce qui est ordinateur et téléphone, parce qu'il y en a de plus en plus, et peut-être faire un système de containers, donc comme une bouteille, par exemple, on a fini de la consommer, puis on revient en fait au magasin, on rend la bouteille, on a un petit ticket pour l'achat suivant ou même sous format monétaire. Et donc ça, c'était une proposition qu'on avait discutée avec les interviewés, oui, et ils l'avaient bien reçu. Bien évidemment, il faut voilà, toutes les informations derrière le process, et il m'a aussi été dit par un interviewé que l'entreprise Orange essayait de trouver une solution par rapport à ça, mais ça reste encore difficile, quoi. Mais voilà, ils sont en train de réfléchir par rapport à ça, mais comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui reste dans la sphère plutôt privée, le secteur privé formel, donc il faut aller au-delà de ça, bien évidemment, mais voilà, ça c'était les autres exemples. Alors, on nous demande aussi, est-ce que vous récupérez le papier avant qu'il soit souillé, car l'hygiène est importante pour des produits de soins et de santé?
Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Malheureusement, je suis vraiment désolée. J'aurais vraiment voulu, parce que je peux contacter la personne de l'entreprise et lui demander de vite fait répondre à cette question. Mais en tout cas, enfin, je ne peux pas y répondre, mais je sais que ce sont voilà, enfin, des papiers. Pour avoir vraiment un exemple plus concret, ils vont par exemple dans des entreprises pour prendre les déchets, enfin papier, les feuilles qu'ils jettent, au lieu de tout simplement les jeter à la poubelle, ils les récupèrent. Donc ils travaillent ensemble, il y a vraiment une espèce de collaboration là derrière. Puis ensuite, à partir de ces déchets, voilà, ils ont les usines et ils commencent à produire le déchet papier. Mais malheureusement, je ne connais pas vraiment tous les détails. C'est une question que j'aurais pu poser. Ce sera pour plus tard ou pour une prochaine fois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait, toi, que tu t'es intéressée au cas de Madagascar en particulier? Alors, déjà, de un, je me souviens que lors de ma première année de master, j'avais eu mon premier cours de CSR avec Monsieur Vincent. Et j'étais le domaine vraiment économie circulaire, j'en avais vraiment pas entendu parler auparavant. C'était vraiment quelque chose de vague et je trouvais ça super intéressant. Maintenant, après, c'était resté plutôt à une sphère occidentale et plus à des entreprises. Et moi, je me posais la question, en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, vu que j'ai des origines par rapport à là. Maintenant, après, on en a discuté et on est parti sur le choix de Madagascar, déjà parce qu'on connaissait des acteurs sur le terrain, dans le sens où il y avait une association qu'on connaissait, Graines de Vie, donc on s'est dit déjà, on peut pousser par rapport à ça, et aussi à d'autres exemples, comme par exemple le fondateur de la Blue Economy, Günther Pauli, qui avait fait une intervention à Madagascar. Donc, et j'avais aussi contacté la fondation qui s'appelle African Circular Economy Network. Et donc, ils prônent en fait l'économie circulaire dans la sphère africaine au niveau continental. Et ils ont des pays membres. Et j'avais parlé au cofondateur et il m'avait expliqué qu'en lui parlant bien sûr de Madagascar, j'avais vu que c'était un pays membre en fait de cette ASEAN, et il m'avait dit que voilà, c'est un pays membre mais on a peu d'informations là-dessus, on essaye de les relancer, mais voilà, il y a quelque chose mais on ne sait pas trop comment l'exploiter. Donc je m'étais dit allez, on prend ça comme une opportunité et on y va. Donc vraiment, le but, c'était d'apporter quelque chose de nouveau sur la table et puis ensuite, après, d'ouvrir le champ aux acteurs sur le terrain, parce que malheureusement, je n'étais pas sur le terrain. Donc moi, c'est vraiment à distance, avec des interviews et lire énormément. Mais maintenant, après, pourquoi pas utiliser mon travail et le valoriser sur le terrain et apporter quelque chose par rapport à ça. Et c'est ton projet, en fait, justement, qui est un prolongement concret à toutes les idées que tu as apportées dans ton mémoire? Pour l'instant, ça s'arrêtait vraiment à la sphère du mémoire, mais je l'avais envoyé du coup au cofondateur de la scène qui m'avait dit que voilà, ils allaient en parler et surtout le publier sur leur site. Maintenant, après, on avait aussi parlé du fait que peut-être que je pouvais me lancer aussi dans la scène, mais plutôt pour mon pays d'origine, du coup, la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, ce que je voudrais faire, c'est vraiment le faire valoir, en tout cas à Madagascar, et vraiment le léguer en fait comme un relais, vraiment en mode j'ai su trouver quelque chose de là où je suis. Maintenant, quelles sont les opportunités sur le terrain à développer, quoi. Donc ça, c'était vraiment le but derrière. Maintenant, après moi-même, je ne sais pas encore qu'est-ce que l'avenir me réserve. Ok, alors je t'invite à aller voir dans la conversation, on te donne des informations si tu veux plus de données. Enfin voilà, je te laisse regarder tout ça. En tout cas, merci pour cette présentation. Merci à toutes les trois d'ailleurs pour vos présentations, aux promoteurs, au président du jury. Je remercie encore la région Wallonne qui est partenaire de cet ERA Award en Sustainable Economy et toute la formidable équipe de la Fondation pour les générations futures. Ce webinaire, vous pouvez le voir et le revoir via le site de la Fondation pour les générations futures, fgf.be/ERA. Donc, n'hésitez pas à le faire circuler aussi autour de vous. On se retrouve demain à 10h autour des ERA Awards en architecture et ingénierie soutenable. Et je vous donne rendez-vous aussi absolument le jeudi 29 avril à 20h pour une cérémonie de remise des prix très festive qui sera diffusée en première sur la chaîne YouTube de l'UC Louvain qui nous a accueillis cette année. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne suite et à très bientôt.